Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on met notre casque de construction et on part explorer le monde de la poésie. Oubliez tout de suite l'idée que c'est compliqué ou réservé à une élite. On va voir la poésie comme un grand jeu de construction, quelque chose qu'on peut bâtir, déconstruire et surtout comprendre. On se demande souvent, la poésie, est-ce que c'est une sorte de code secret? C'est vrai que ça peut faire peur. On peut avoir l'impression qu'il faut une clé spéciale pour tout comprendre. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin de cette capsule, on ait tous le trousseau de clés en main. Et la vérité, c'est que la poésie fait déjà partie de notre vie de tous les jours. Pas juste dans les vieux livres, non. Elle est dans les paroles des chansons qu'on écoute, que ce soit du pop, du rock ou même du rap. Un texte de chanson, au fond, c'est de la poésie avec un beat. Bon, allons-y. Pour bâtir un poème, un poète a le choix entre deux grands types de plans. C'est la première décision à prendre. C'est un peu comme en cuisine. Soit on suit une recette à la lettre pour faire un gâteau classique, soit on improvise avec les ingrédients qu'on a pour créer quelque chose de complètement nouveau. D'un côté, il y a la forme fixe. Ça, c'est la poésie qui suit des règles bien précises. C'est la tradition, la recherche d'une certaine harmonie, d'une structure qui fait ses preuves. De l'autre côté, la forme libre. Là, c'est le poète qui est le patron. Il n'y a plus de règles imposées, c'est l'émotion qui guide la construction du poème. OK, commençons par ouvrir la boîte à outils du plan en forme fixe. Et attention, ce n'est pas parce qu'il y a des règles que c'est ennuyant, au contraire. Voyons voir quels sont les matériaux de base. Le premier matériau, c'est la strophe. La meilleure façon de se l'imaginer, c'est de penser au paragraphe dans un texte normal. Une strophe, c'est un bloc de lignes, un petit groupe de vers qui présentent ensemble une idée ou une image. Et comme des blocs de construction de différentes tailles, les strophes ont des noms. Un bloc de 4 vers, on appelle ça un quatrain. Un de 3, un tercet. Le but, ce n'est pas de compliquer les choses, mais juste d'avoir un vocabulaire pour pouvoir décrire le plan. Par exemple, un sonnet, c'est toujours bâti avec 2 quatrains et 2 tercets. L'autre matériau essentiel, c'est le vers. Le vers, c'est tout simple, c'est une seule ligne du poème. Mais sa longueur n'est pas laissée au hasard. On la mesure en comptant le nombre de syllabes. C'est ce calcul qui va donner son rythme au poème, sa petite musique interne. Alors, avec ces blocs, les strophes et les vers, on peut construire des édifices poétiques très connus. Le sonnet, avec ses 14 vers, c'est un classique. Le haïku japonais, lui, c'est un autre exemple génial. Une toute petite structure de 3 vers avec un nombre de syllabes super précis, juste pour capturer un instant, une image. Bon, maintenant, passons à l'autre plan de construction. Vers la fin du 19e siècle, il y a des poètes qui ont commencé à trouver que les règles de la forme fixe, c'était un peu comme un corset, que ça limitait leur expression. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de briser le moule. Ici, la mentalité change complètement. La priorité, ce n'est plus la structure parfaite, c'est l'impact. Le poète va jouer avec les espaces sur la page, la longueur des lignes, la ponctuation. Le but, c'est que la forme visuelle du poème vienne aider à faire passer l'émotion. Et dans cet univers de liberté, on trouve des formes vraiment fascinantes. Le poème en prose, par exemple. Ça ressemble à un paragraphe normal, mais le langage est plein d'images et de rythmes. On retrouve bien sûr la chanson et il y a même le calligramme, où les mots sont placés pour dessiner l'objet dont parle le poème. C'est super créatif. OK, on a vu la structure, le plan de l'édifice. Maintenant, il est temps d'ajouter les couleurs, la décoration, ce qui donne au poème sa musique, les rimes. Une rime, c'est tout simplement un écho. C'est quand le son à la fin de 2 vers ou plus se répète. Le plus important, c'est de se fier à son oreille, pas à comment les mots s'écrivent. Et pour bien analyser une rime, on regarde 3 petites choses. Comment elles sont placées, leur qualité, c'est-à-dire si elles ont beaucoup de sons en commun, et leur genre. Pour le genre, c'est simple. Si le mot finit par un « muet, la rime est féminine, sinon elle est masculine. La disposition la plus simple, ce sont les rimes plates, qu'on appelle aussi suivies. C'est quand les vers qui riment se suivent 2 par 2. Le schéma, c'est AABB, comme dans l'exemple « encensoir » qui rime avec « soir ». C'est une structure très claire, très musicale. Ici, la rime en « oir » est riche parce qu'elle partage 3 sons. Elle est aussi masculine, vu qu'elle ne finit pas par un « e » muet. Ensuite, on a les rimes croisées. Là, le schéma, c'est ABAB. Les rimes s'alternent, comme si on tissait 2 fils de couleurs différents. Ça crée un effet de va-et-vient, un balancement qui peut rendre le poème plus dynamique. Et finalement, il y a les rimes embrassées, avec un schéma ABBA. C'est comme si la rime A venait faire un câlin à la rime B. Cet effet de symétrie donne une impression d'équilibre, comme si on refermait une boucle. C'est un choix qui peut donner un sentiment de conclusion à une strophe. Alors voilà, la boîte à outils est bien remplie. On a le plan, les matériaux et les finitions musicales. Mais maintenant, comment on sert de tout ça pour vraiment comprendre ce que le poète essaie de nous dire? Pour comprendre un poème, il ne faut pas juste lire les mots.
Il faut se transformer en détective. On doit analyser le thème, les figures de style, la structure et bien sûr le message ou l'émotion que le poète veut nous transmettre. Pour trouver le cœur du poème, on peut se poser quelques questions. De quelle valeur ça parle? L'amour, la liberté, la nature? C'est quoi le ton? Est-ce que c'est joyeux, nostalgique ou même fâché? Est-ce qu'il y a des symboles comme une colombe qui représente la paix? En répondant à ça, on commence à décoder le message. Donc, pour résumer, notre boîte à outils est complète. On a le plan de construction, fixe ou libre, on connaît les matériaux de base, la strophe et le vers, et on comprend comment la musique des rimes vient ajouter la touche finale à la structure. On est équipé. Alors, je lance une question pour la suite. La prochaine fois qu'on écoute une chanson qu'on adore, on peut s'amuser à sortir nos nouveaux outils. Est-ce que c'est une forme libre? Est-ce que des quatrains, des rimes croisées? On va vite réaliser que la poésie, en fait, est beaucoup plus proche de nous qu'on le pense.